Bonjour! Dans cette vidéo, on va couvrir quelques concepts de base sur les circuits intégrés numériques. On va voir les thèmes spécifiques suivants. Tout d'abord, on va parler des transistors CMOS dans leur variation NMOS et PMOS. On va voir des portes logiques réalisées avec des transistors CMOS et des circuits intégrés SSI, MSI, LSI et VLSI. Donc, tout d'abord, considérons la structure générale d'un transistor MOS. MOS signifie métal oxyde semi-conducteur. Il y a deux sortes de transistors MOS, les transistors NMOS et PMOS. N et P étant complémentaires, on parle donc de transistors CMOS, C pour complémentaire. Sur la diapositive, on voit une coupe d'un transistor MOS. Un transistor MOS a trois terminaux, une source, un drain et une grille. La grille est le terminal de contrôle. Sur la diapositive, on voit un canal, très bien, ici, avec la dimension, normalement, de la longueur du canal est environ quelques dizaines de nanomètres. Disons une vingtaine de nanomètres en 2014. Le fonctionnement du transistor MOS est comme suit. Supposons qu'on ait un transistor NMOS. Un transistor NMOS, le canal conduit en attirant des électrons dans le canal. Donc, les électrons se trouvent naturellement dans le substrat. Si on place une transition positive à la grille, disons par exemple 3 volts, effectivement, dans le canal, les différents électrons du substrat seront attirés. Plusieurs électrons seront attirés. Et ainsi, le canal va se trouver chargé de porteurs de charge. Ainsi. Ensuite, si on place une tension nulle sur la source, par exemple 0 volts, et une tension positive sur le drain, eh bien, il pourra y avoir un courant électrique qui va passer du drain vers la source. Un transistor PMOS fonctionne de façon similaire, mais inversée. C'est-à-dire que les porteurs de charge dans le canal sont des trous et non des électrons. Et les polarités sur les trois terminaux du transistor sont inversées. Donc, le transistor NMOS, pour conduire, doit avoir une tension positive appliquée à sa grille, ou, en termes logiques, une valeur logique de 1. Si on applique une valeur logique de 0 à un transistor NMOS, c'est-à-dire une tension négative ou nulle, le transistor ne conduira pas. C'est exactement le contraire dans le cas du transistor PMOS. Il va conduire avec une tension nulle ou négative à sa grille et ne conduira pas si on place une tension positive à sa grille. Considérons ici maintenant le circuit numérique de base, l'inverseur. L'inverseur CMOS est composé de deux transistors, un transistor NMOS et un transistor PMOS, dont les drains sont reliés entre eux. Et les deux grilles des transistors sont reliées entre elles aussi et on leur applique le signal d'entrée A. Analysons le comportement du circuit. Tout d'abord, si on applique une tension positive à l'entrée A, c'est-à-dire une valeur logique 1, ça aura pour effet de faire conduire le transistor NMOS. Et le transistor PMOS, lui, sera bloqué. Donc, la sortie F sera reliée à la masse et donc aura une valeur logique de 0. Au contraire, si on applique une tension nulle à l'entrée A, représentée ici par une valeur logique 0, ça aura pour effet de faire conduire le transistor PMOS en formant un canal ici sous sa grille et de couper le transistor NMOS. Donc, la sortie F se trouvera reliée à l'alimentation VCC et donc elle aura une valeur logique de 1. On voit que la fonction inversion est correctement réalisée. Considérons maintenant deux circuits avec plus de deux transistors. On voit sur la diapositive une porte logique non E et une porte logique non OU. Dans les deux cas, les circuits sont composés de 4 transistors, 2 transistors NMOS et 2 transistors PMOS. Dans le cas de la porte logique non E, qui se trouve à gauche de l'écran, on a 2 transistors NMOS en série et 2 transistors NMOS en parallèle. Analysons le comportement du circuit. Donc, tout d'abord, si on a une valeur d'entrée de 1 et 1 pour les deux signaux A et B, à ce moment-là, les 2 transistors NMOS conduisent et les 2 transistors PMOS sont coupés. Effectivement, la sortie F se trouve reliée à la masse et on aura donc une valeur de 0. Si un seul des deux transistors, A ou B, a une entrée de 0, par exemple ici le transistor A, à ce moment-là, le transistor NMOS ici est coupé et ne conduit pas, et ce transistor PMOS ici, lui, va conduire.
Et donc, la sortie F sera maintenant reliée à l'alimentation et aura une valeur de 1. C'est la même chose que ce soit le A ou le B qui soit à 0. Donc, je vais effacer. Je ramène ici qu'on avait 0, 1 et 1. Alors maintenant, si les deux transistors ont des valeurs appliquées à leur grille de 0, eh bien dans ce cas-ci, les deux transistors PMOS conduisent et les deux transistors NMOS sont bloqués. Effectivement, l'alimentation se trouve reliée à la sortie F et donc la sortie F est à 1. On observe que le transistor, dans le cas de la porte logique non et, que les deux transistors NMOS ici sont reliés en série et les deux transistors PMOS sont reliés en parallèle. On a deux réseaux qui sont complémentaires, effectivement. On a la même complémentarité dans le cas de la porte non-OU. Les deux transistors PMOS sont en série et les deux transistors NMOS sont en parallèle. Dans le cas de la porte logique non-OU, alors du moment qu'une des deux entrées est à 1, que ce soit le A ou le B, qui est à 1, ou les deux, par exemple ici, les deux transistors ou un des deux transistors NMOS vont conduire et un des deux ou les deux transistors PMOS vont être coupés. En appliquant ici un 1 et un 1, les deux transistors PMOS seraient coupés. À ce moment-là, la sortie G serait reliée à la masse et aurait une valeur de 0. Donc on voit que c'est la même chose que ce soit un ou deux des transistors NMOS auxquels on appliquerait une valeur de 1. Si on applique un 0 au transistor B, à ce moment-ci, celui-là serait coupé, mais le transistor A, lui, conduit encore. Et bien que le transistor PMOS B conduirait le courant, le courant ne passerait pas parce que le transistor PMOS A serait bloqué. Donc, dans ce cas-ci, on aurait encore une valeur de 0 à la sortie G. C'est seulement quand les deux entrées seront à 0. Alors maintenant, je vais tout effacer la diapositive. C'est seulement quand les deux entrées sont à 0, par exemple ici 0, 0, 0 et 0, qu'à ce moment-là, les deux transistors NMOS sont coupés et les deux transistors PMOS conduisent. Et donc, effectivement, la sortie G serait à 1. Mais dans les trois autres cas, la sortie serait 0. Donc, ce principe de complémentarité est essentiel et même est dans le nom CMOS. Donc, toute fonction logique CMOS doit être composée de deux réseaux, un réseau de charge PMOS et un réseau complémentaire de décharge NMOS. Dans le cas où un circuit est mal conçu et que les deux réseaux ne sont pas complémentaires, ce qui va se passer, c'est que pour certaines combinaisons d'entrée, il y aura un court-circuit entre l'alimentation et la masse. Et bien sûr, le circuit sera détruit. Donc, je vous propose maintenant de faire un exercice. Considérez le diagramme qui est montré sur la diapositive et analysez-le pour découvrir quelle est la fonction logique réalisée H. Arrêtez la vidéo et faites l'exercice. Bon, alors maintenant, on va passer à la solution. Considérons tout d'abord que le circuit est composé de deux parties. On reconnaît assez facilement qu'à la droite du circuit, il y a un inverseur, ici. Donc, toute sortie ici, je vais l'appeler G, se retrouvera inversée à la sortie finale du circuit. Donc, considérons maintenant le circuit G. Alors, on observe qu'on a deux circuits complémentaires. Le circuit NMOS est composé de deux transistors A et B qui sont en parallèle, en série avec un transistor C. C'est la même chose, mais complémentaire pour le PMOS. On a un transistor C qui est en parallèle à deux transistors A et B qui, eux sont en série l'un par rapport à l'autre. Une façon simple d'analyser ces circuits-là, c'est de se demander dans quel cas est-ce que la sortie G prendra la valeur 0. Donc, pour que G prenne la valeur 0, il faut que le transistor C conduise et qu'un des deux transistors A ou B conduise. On peut donc dire que G est égal à soit A ou B qui conduit, et C doit absolument conduire. Et le tout, bien sûr, est inversé. On observe que H, c'est l'inverse de G, donc on aurait la fonction H est égale à A ou B et C. Donc on va maintenant faire un exercice de conception. Considérer la fonction logique f est égale à A plus B plus C, le tout inversé.
et proposez un diagramme d'un circuit CMOS pour réaliser cette fonction logique. Arrêtez la vidéo et faites l'exercice. Donc voici la solution pour ce problème. Alors, la façon que je propose est de commencer par le circuit NMOS. On se pose la question, quand est-ce que la fonction f prendra la valeur 0? Pour cela, il faut qu'une des trois entrées A, B ou C ait une valeur logique de 1. Donc, ça signifie que les trois transistors NMOS seraient en parallèle, un par rapport à l'autre. On aurait un premier transistor, un deuxième transistor et un troisième transistor NMOS en parallèle. Transistor A, B et C. Et les trois seraient reliés à la masse et leur autre terminal serait relié à la sortie F. Donc, dès qu'un des trois transistors conduit, la sortie F prendra la valeur 0. Il nous reste maintenant à faire le circuit complémentaire PMOS. Donc, comme les trois transistors NMOS sont en parallèle, les trois transistors PMOS correspondants devraient être en série. Donc, on dessine alors trois transistors PMOS, ici en parallèle. Un premier A, un deuxième B et un troisième C. Et on a donc la solution du problème. Considérons maintenant les circuits intégrés de 1960 à nos jours. Donc, on a vu comment réaliser des fonctions logiques simples avec des transistors NMOS et PMOS. Donc, dans les années 60, on a commencé à intégrer de plus en plus de portes logiques. Le premier niveau d'intégration, ce qui s'appelait SSI pour Small Scale Integration, a débuté au début des années 60 avec quelques dizaines de transistors intégrés pour faire des portes logiques. Vers la fin des années 60, le nouvel acronyme MSI est arrivé quand on a dépassé la centaine de transistors pour implémenter alors des fonctions plus complexes comme des multiplexeurs et des décodeurs. Vers 1975 est arrivé l'ère LSI pour Large Scale Integration, avec environ 10 000 transistors intégrés. Et là, on a commencé à avoir des circuits plus complexes comme des mémoires et des microprocesseurs. Au début des années 80, l'acronyme VLSI est apparu pour indiquer des circuits où on intégrait plus de 10 000 transistors. Vers la fin des années 80, ça a été l'acronyme ULSI pour indiquer plus de 100 000 transistors. Cependant, ULSI n'a vraiment jamais pris et on parle encore de nos jours d'intégration VLSI à très grande échelle. En 2014, les circuits les plus complexes contiennent maintenant quelques dizaines de milliards de transistors, soit quelques dizaines de 10 à la 9 transistors. En voici un exemple, le circuit 7400, qui renfermait 4 portes logiques non et qu'on pouvait utiliser comme on le souhaitait. Les deux derniers chiffres de la série 7400 indiquaient la fonction logique. Donc 7400, c'était des portes non et 7404, c'était 8 portes logiques non tout court. On n'utilise plus vraiment ces boîtiers-là de nos jours. Alors quand même, quand on utilisait une planchette d'interconnexion sur laquelle on plaçait les dispositifs un après l'autre et on reliait les différentes pattes par des fils qu'on connectait dans la planchette. Avec de l'alimentation, parfois des LED et des commutateurs, on pouvait ainsi réaliser des fonctions logiques et des circuits relativement complexes. D'ailleurs, voici sur la diapositive une photo d'un prototype de Macintosh au début des années 80. On distingue très bien les différents boîtiers ici qui comportaient des fonctions logiques. Et de ce côté-ci, on a l'inverse de la planchette et on voit comment les connexions ont été faites entre les pattes des différents boîtiers. On imagine la complexité, en fait, l'impossibilité de faire un changement au circuit. Pas impossible, mais très, très difficile. Et puis, la difficulté de vérifier le tout une fois que c'était fait. Donc, les circuits intégrés de 1960 à nos jours, il y a quand même eu une progression fulgurante dans le nombre de transistors intégrés. On a vu tantôt les acronymes SSI jusqu'à ULSI. Et on observe la loi de Moore qui dit que le nombre de transistors intégrés dans une puce double environ à tous les 18 mois. Donc, ceci conclut cette présentation sur des concepts de base
sur les circuits intégrés numériques.